Le chiffre du jour, 2. 2-0, c'est le score du match qui opposait les Lions indomptables du Cameroun à l'Ouzbékistan. Ah ben oui, j'arrive à prononcer le nom de ce pays-là. Ouzbékistan, bien évidemment. C'était dans le cadre du match préparatoire en vue de la Coupe du Monde 2022 qui va se disputer au Qatar dans quelques semaines seulement. Donc ce match servait de test de rodage pour Rigobert Song et ses hommes. 2-0. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission, dans le cadre des buzz, avec notamment de nombreuses réactions recensées sur la toile. Et vous allez rire, vous allez rigoler, parce que certaines réactions sont à tomber voilà, par terre. Allez, on va également s'intéresser à l'actualité, avec notamment l'info du jour qui nous conduit en RDC. Tshisekedi et Macron qui veulent réduire les tensions à l'est de la RDC. Le sujet de ce jour, sommet extraordinaire de New York, la CEDEAO décide de sanctions progressives contre la Guinée-Conakry. Le Mali, on a envie de dire, s'en sort presque légèrement touché parce que il sera beaucoup plus question avec le Mali de ces affaires de 46 soldats restants. Est-ce qu'ils vont s'exécuter devant ces injonctions de la CEDEAO? On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. L'image du jour, les exploitations des enfants du côté des mines de la RDC. On aura donc l'occasion d'échanger sur cette image qui vous sera présentée ce matin. Et bien évidemment, on vous a fait saliver un tout petit peu avec ces charmantes créatures féminines qui sont à mes côtés. Comme tous les matins, 10h45, 12h. Il s'agit à ma gauche de Mouto. Bonjour. Bonjour Kwakap, bonjour aux nombreux téléspectateurs, internautes et auditeurs de For You Media. C'est le début du week-end, donc nous sommes heureux d'être là. Oulé! C'est le week-end. Super. Voilà, il y a du répondant en face. Et bien voilà, on est également suivi en simultané sur For You Radio 96.3 FM à Douala au Cameroun, bien évidemment. Kouchou est de la partie également. Bonjour. Bonjour Kwakap. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin ou qui simplement nous écoutent. J'ai envie de dire également Juma Boumarak à toute la communauté musulmane qui, bien sûr, en ce vendredi, célèbre une fois de plus une journée des plus singulières. Donc, Jumia Moubarak. J'ai failli vous poser la question de savoir si c'est déjà le ramadan, si on est déjà... si c'est déjà la fête des moutons, le ramadan. Non, il n'y a pas de fête en vue. Non, Juma Moubarak, c'est simplement pour les vendredis. Pour les vendredis. Allez, donc bon vendredi à Fadili Tondiayoum qui m'apprend un peu des bribes d'arabe, de la culture d'accord, de la culture musulmane globalement. Bon, la culture nordiste, par exemple, parce que musulman, c'est tout le Grand Nord Cameroun. C'est beaucoup plus relatif à la religion, parce que le Grand Nord a une culture qui, au-delà de la religion, est vraiment intéressante et enrichissante. On va donc dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le septentrion du Cameroun, l'extrême nord, le nord et l'Adamawa. Merci à tous d'être connectés sur For You Télévision ce matin encore. Tout de suite, voici le coup d'envoi avec notamment le sujet du jour. Sommet extraordinaire de New York sur le Mali et la Guinée-Conakry. La CEDEAO décide de sanctions progressives. On en parle ce matin. Le sommet de la CEDEAO, très attendu, se tenait hier jeudi 22 septembre en fin de journée à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, convoquée à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne. Il était essentiellement consacré aux situations en Guinée-Conakry et au Mali. Source de tension entre l'organisation sous-régionale et les deux capitales. Les dirigeants des États ouest-africains ont décidé de prendre des sanctions progressives contre le pouvoir militaire en place en Guinée face à ce qu'on considère comme l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. Nous avons décidé de prendre des sanctions contre la Guinée, déclaration faite à l'agence France Presse par le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Omar Aliou Touré, à l'issue du fameux sommet tenu à huis clos. Selon un document résumant cette réunion de chefs d'État consulté par les confrères de l'AFP, il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la transition militaire guinéenne. Très rapidement, le président en exercice de la CEDEAO et le président de la commission de la CEDEAO vont établir une liste de personnes à sanctionner
et de manière graduelle appliquer ces sanctions. Fin de citation. D'après certaines sources bien introduites, c'est dans un climat envenimé entre certains de ses membres que les leaders de la CEDEAO se sont réunis donc plusieurs heures ce jeudi à New York. Pour rappel, la rencontre avait été précédée par des invectives des autorités guinéennes contre le président en exercice de cette organisation. En outre, tous les dirigeants ouest-africains réunis à New York, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, dirigés par des transitions militaires et suspendus par la CEDEAO, ont également réclamé la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, ce qui avait déclenché une grave querelle entre les deux pays. La CEDEAO condamne l'arrestation des militaires ivoiriens et mardi 27 septembre, la CEDEAO dépêchera au Mali les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération, selon Omar Aliou Touré, qui ne s'est pas empêché de déclarer, et je le cite, « L'heure des coups d'État est révolue ». Pour rappel, c'est la Côte d'Ivoire qui avait appelé il y a 8 jours à la tenue d'un sommet dans les meilleurs délais devant l'aggravation du contentieux avec le Mali, réclamant même des sanctions contre son voisin. La Guinée avait dénigré jeudi avec violence un sommet très loin de l'Afrique, critiquant le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, que le président de la transition guinéenne traite de menteur. Ce dernier avait prévenu dès mercredi que la Guinée allait au-devant de lourdes sanctions si elle persistait à vouloir se maintenir au pouvoir pendant 3 ans. L'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force de colonels et de lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Putsch du 18 août 2020 au Mali, nouveau fait accompli parachevant le 1er et le 24 mai 2021, putsch le 5 septembre 2021 en Guinée, putsch le 24 janvier 2022 au Burkina Faso. La CEDEAO, alarmée du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplie des sommets, les médiations et les pressions pour abréger les périodes dites de transition avant un retour des civils à la direction de leur pays. En guise de défense, les nouveaux gouvernants en uniforme invoquent la gravité des crises auxquelles ils sont confrontés, sécuritaires au Mali et au Burkina, sociales et politiques dans les 3 pays. Ils veulent avoir le temps nécessaire à ce qu'ils le présentent comme leur entreprise de refondation de leur État et à l'organisation d'élections crédibles. La CEDEAO avait déjà infligé en janvier un sévère embargo commercial et financier au Mali. Le colonel Assimi Goïta s'est depuis engagé à organiser des élections en février 2024 et la CEDEAO a donc levé l'embargo. La transition militaire guinéenne avait été parmi les rares à se solidariser avec le Mali face aux sanctions et avait maintenu ses frontières ouvertes. Son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, sortant du pays pour la première fois depuis septembre 2021, a pris part ce jeudi aux côtés de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Alors ce matin, on se demande à quel jeu jouent finalement les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest réunis du côté de New York pour un sommet de la CEDEAO. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les tout prochains jours? La question, je vous la pose, ma chère Kouetio. Alors, à quoi jouent concrètement ces pays? Peut-être à un jeu trouble, j'ai envie de dire. On a le regard rivé littéralement sur New York et c'est pas tant le lieu choisi pour la tenue de cet événement qui moi personnellement constitue un problème, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a des jeux troubles qui se font et c'est on ne peut plus clair, et que de voir quelques pays africains à l'heure où on parle clairement de panafricanisme, on parle de s'unir pour être plus fort. On est assez désolé finalement de voir ce qui s'y passe, et durant ces quelques jours de la tenue donc de cette assemblée générale du côté de l'ONU, et cette tenue donc de la CEDEAO, de la réunion de la CEDEAO de ce côté, on espère en tout cas, même si malheureusement les points évoqués et les quelques
les quelques sujets assez malheureux qui font les choux gras de l'actualité aujourd'hui ne donnent pas clairement l'impression qu'il y ait une synergie entre ces pays. Et c'est tout ce qu'il y a de plus déplorable, malheureusement. Oui, et sur la nature des résolutions notamment, on parle de la libération immédiate et sans condition des 46 soldats arrêtés par le Mali. Et d'ailleurs, la CEDEAO dépêchera mardi 27 septembre des émissaires, donc les présidents du Ghana, du Togo, et entre autres, pour obtenir la libération, exiger et obtenir la libération du côté du Mali. Est-ce que vous imaginez une issue à cette favorable, cette requête? Oui, ce mardi qui arrive? Personnellement, non. Personnellement, non, je ne pense pas. Et voilà. Et c'est autre chose qui est d'ailleurs toujours aussi dommage que de voir finalement un manque de soutien ou alors de synergie à l'endroit du Mali qui pourtant a apporté les preuves de ce qu'il s'agissait de mercenaires. On a vu la sortie d'Antonio Guterres qui lui semblait aller dans le sens contraire que de dire que non, il ne s'agissait pas de mercenaires. Pourquoi on ne prend pas en compte les éléments de preuve apportés par Bamako ou simplement pourquoi on n'apporte pas plus d'éclairage à cette histoire si effectivement ils estiment qu'il y a un tort de la part du Mali que de considérer ces soldats comme des mercenaires, apporter donc plus d'éclaircissement, simplement jouer carte sur table pour que cette histoire finalement puisse être élucidée, oui, je voulais dire parce que le président de la commission, le président en exercice de la CEDEAO déclarait il y a quelques jours que ces soldats ne sont pas des mercenaires. Effectivement, finalement, c'est cette expression, je ne sais pas si c'est particulièrement cette expression qui n'est pas bien digérée, mais clairement, on a plusieurs sorties. Alassane Ouattara qui dit non, il ne s'agit pas de mercenaires, Antonio Guterres qui dit qu'il ne s'agit pas de mercenaires, c'est quelques autres présidents de la CEDEAO qui également estiment que, bon, si ce ne sont pas des mercenaires, qui sont-ils? On a l'affaire Pulchéry Balette, à qui on a censé de terrer dans le silence, on a tenté de museler parce qu'elle essayait d'apporter plus d'éclairage, mais tant qu'il n'y aura pas d'éclairage, ma foi, c'est des mercenaires. D'accord. Alors, Moutou, avec vous, on s'intéresse à ce qui est réservé, le sort qui a été réservé notamment à la Guinée-Conakry lors de ce sommet de la CEDEAO qui se tenait à New York, loin des yeux, mais près des sanctions. Donc, le président, alors voici ce qui a été décidé. Il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la transition militaire guinéenne. Très rapidement, le président en exercice de la CEDEAO et le président de la commission de la CEDEAO vont établir une liste de personnes à sanctionner et de manière graduelle appliquer les sanctions. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cette résolution de la CEDEAO? C'est triste de voir que les pays ouest de l'Afrique de l'Ouest ne travaillent pas en synergie. Organiser un sommet de la CEDEAO aux États, à New York, prendre des sanctions. Et en l'absence de ces trois pays, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali, parce qu'on estime que voilà, ils sont arrivés par des coups d'État militaires, et du coup, ils sont exclus. Ça prouve que ces pays, ces trois pays font peur à la CEDEAO, ces pays font trembler la CEDEAO et on reconfirme que la plupart des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont dirigés par d'autres dirigeants. D'accord. C'est une reconfirmation. On voit le clin d'œil que vous faites. Voilà. Donc, ils sont dirigés par des dirigeants. Mais on sait que le Mali et la Guinée-Conakry, voilà, ils vont rester soudés. D'ailleurs, hier, ils étaient ensemble. Ils ont discuté sur tout ce qui est en train d'être dit contre eux. Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, voilà, sur tout ce qui est en train d'être dit contre eux du côté de New York. Mais on laisse le temps nous dira. Nous savons que ces pays, Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, sont assez forts et
Moi, je dirais même qu'ils vont vaincre ces dirigeants dirigés par d'autres dirigeants. Oui, ils ont également insisté sur les coups d'État. Comme on l'a si bien dit, il y a cette déclaration, l'heure des coups d'État est révolue, et ça nous fait penser notamment à cette annonce qui avait été faite lors de la rencontre avec le chef d'État français Emmanuel Macron par le président en exercice de la CEDEAO, qui déclarait qu'on mettrait sur pied une cellule anti-coup d'État. Voilà, anti-coup d'État en Afrique de l'Ouest. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. On revient sur le sujet dans un instant avec notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo, et les nombreuses réactions également des uns et des autres, et les vôtres également sur la toile. Allez sur notre page For You Media, laissez vos commentaires sur le fil d'actualité, sur le direct. Voilà, on va donc les lire dans quelques instants. Pour le moment, on va s'intéresser à l'info du jour avec la RDC, Tshisekedi et Macron qui veulent réduire les tensions à l'est du pays. C'est tout de suite avec Mouto. L'info du jour de ce jour, on parle de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi et Kagame Macron veulent réduire les tensions dans l'est de la RDC. Et donc les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, du Rwanda, Paul Kagame et de la France, Emmanuel Macron, sont convenus mercredi dernier lors d'une rencontre à New York d'agir de concert pour lutter contre les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé l'Élysée. Lors d'un entretien à marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les trois dirigeants ont marqué leur préoccupation face à la recrudescence des violences dans l'Est de la RDC et leur résolution à apporter une réponse régionale et accordée à la menace portée par le groupe terroriste dans la région. Donc, mardi soir, Félix Tshisekedi avait accusé à la tribune de l'ONU le Rwanda, voisin, d'agression militaire directe et d'occupation dans l'est de son pays. Il a pointé le soutien présumé de Kigali à la rébellion armée du M23. Les deux dirigeants africains, invités par le président français Emmanuel Macron à déjeuner, sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite l'application des dispositions du processus de Luanda, soit en l'occurrence le retrait du M23 et le cantonnement de ces combattants hors de la zone de Bunagana avec l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi, Kagame et Macron veulent en outre intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il faut rappeler que l'Est de la RDC abrite de nombreux groupes armés qui sèment la mort depuis près de 30 ans. L'un des plus actifs est le M23, une ancienne rébellion à dominante Tutsi, vaincue en 2013. Elle a repris les armes fin 2021 en rapprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté des accords sur la démobilisation et réinsertion de ses combattants. Selon un rapport d'experts missionné par les Nations Unies, l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises à partir de novembre 2021. Donc Kigali dément depuis des années soutenir le M23 et a rejeté ces allégations non valides avant le déjeuner avec le président français Macron et Tshisekedi de la RDC. Paul Kagame du Rwanda avait simplement reconnu à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU le besoin urgent de trouver et de régler les causes profondes de l'instabilité dans l'Est de la RDC. Et bien voilà, info du jour, plutôt positive. L'occasion est donnée donc à ces différents protagonistes des tensions dans l'Est de la Surtout RDC. Félix Tshisekedi n'a pas marqué lors de son passage à l'Assemblée, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a accusé le Rwanda de soutenir le M23
M23, ces terroristes-là qui mettent la terreur, qui sème la terreur du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le président français Emmanuel Macron vient là et décide d'associer ces deux dirigeants africains pour essayer de combattre ce terrorisme-là du côté de l'Est de la RDC. Et bien voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, ma chère Coutu, que ces trois présidents finalement se soient rencontrés au détour de cette Assemblée générale de l'ONU et est convenu d'agir de concert finalement afin que les tensions cessent et réduire les violences en RDC. On sait quand même qu'il y a également la MONUSCO de ce côté-là qui est censée sécuriser le secteur. Oui, depuis des mois déjà, hein, il faut dire même c'est une histoire qui est vieille de plusieurs années déjà, mais que de voir ces deux présidents réunis donc à New York, il faut le rappeler, cette réunion ou ce déjeuner comme le communiqué de l'Élysée, voilà, a donné donc les informations concernant cette rencontre. Ils ont convenu d'appeler ça un déjeuner initié donc par le président français. Les raisons évoquées par Paris pour justifier cette demande de rencontre par le président français, se justifiant notamment par le fait que durant ce mois de septembre, Emmanuel Macron préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Et en tant que président de ce Conseil de sécurité, et après avoir été évoqué dans le discours du président Félix Tshisekedi lors de son allocution donc, devant l'Assemblée, il semblait de bon ton, effectivement, qu'il réponde positivement à cette sollicitation du président Tshisekedi. Et la rencontre finale... Non, c'est le président Macron qui répond à l'appel du président Tshisekedi, puisqu'il a évoqué le président Macron, ou du moins à demi-mot, il a évoqué le président voilà, de l'Assemblée, du Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est le président Macron, du moins pour le temps de ce mois de septembre. Et voilà, donc il y a répondu. Maintenant, quant à voir l'issue, verbalement, beaucoup de choses, beaucoup de promesses ont été faites au sortir de cette rencontre, du moins du communiqué qui a été fait donc au sortir de la rencontre. On espère simplement qu'il y aura finalement une mise en pratique de tout ce qui a été promis par les deux dirigeants, c'est-à-dire Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de République démocratique du Congo. Oui, Ce sera dommage qu'on doive ça quand même au président Macron, j'estime. Franchement, pour moi, c'est le petit point noir, la petite tache noire dans cette histoire. Il n'y a pas que du négatif à Macron. Voilà. S'il y a gain de cause... Les relations internationales, c'est ça on aussi. Attribuera... Le jeu des relations internationales. À un moment donné, il faut également comprendre que, voilà, en tout cas, nous ne vivons pas une ère où nous sommes reclus dans nos coins. Nous sommes liés par des intérêts, certes. Il y a toujours des gens qui veulent gagner plus que ce qu'ils méritent, c'est vrai, mais voilà, on ne vit pas vase clos non plus. Alors, on sort donc de ce sujet et tout en précisant que les deux dirigeants africains, donc invités par Emmanuel Macron à déjeuner, sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite l'application des dispositions du processus de Luanda, soit en l'occurrence le retrait du M23 et le cantonnement de ces combattants hors de la zone de Bunagana avec l'appui des Nations Unies et leurs partenaires de la communauté d'Afrique et de l'Est. Bon voilà, donc on espère que l'application va suivre également parce que le M23 sème le trouble de ce côté-là, même si Kigali dément le soutien à ce groupe rebelle qui terrorise la sous-région et surtout cette frontière entre la RDC et le Rwanda, bien évidemment. Allez, tout de suite, on met le cap sur des kiosques d'Afrique pour retrouver l'essentiel, la moelle substantifique de l'actualité telle que traitée par quelques journaux parus ce 23 septembre. C'est parti, les une du jour. Les une du jour, c'est avec Coutu, c'est pas avec moi, c'est avec elle. On fait pas la passe. Il a fait la passe aveugle, en profondeur. 2 buts de marquer. Une passe 2 buts, ça c'est du jamais vu. Justement, on ouvre nos unes de ce matin avec une actualité sportive telle que traitée donc par le journal Cameroun Tribune du Cameroun. Préparation de la Coupe du Monde, un test capital. Il faut préciser que c'est un article qui visiblement donc a été rédigé avant la rencontre qui s'est tenue donc
ce matin entre les Lions indomptables du Cameroun et l'Ouzbékistan. Voilà. Alors, cet article revient globalement sur le fait que les Lions indomptables affronteraient donc ce matin, finalement, on le sait, le match s'est terminé par un score de 2-0 en faveur de l'Ouzbékistan. Et on évoque donc simplement cette période de préparation des Lions indomptables du côté de Corée du Sud. Une occasion pour le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, de commencer donc à dessiner les contours du groupe qu'il conduira au Qatar dans 2 mois. Voilà, d'autant plus que cette trêve FIFA, cette période FIFA de septembre est la dernière avant donc le Qatar. Le Cameroun a donc le regard rivé vers ces valeureux Lions indomptables qui malheureusement ont mal débuté cette période de préparation donc pour la Coupe du Monde ce matin. Également, c'est un article à lire en page 30 et 31 donc de Cameroun Tribune, parution de ce matin, qui revient également en nécrologie sur les obsèques officielles dès ce vendredi de l'ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui sera donc inhumé à Zima par Obala. Entendez simplement les obsèques de Clémentine Ananga Messina. Après Cameroun Tribune, on s'intéresse à l'information du côté de la Côte d'Ivoire, notamment avec le site internet abidjan.net. New York, Alassane Ouattara évoque l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali avec Antonio Guterres. Le président ivoirien Alassane Ouattara est donc présent aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations Unies et a évoqué, selon cet article, avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale, Antonio Guterres, la question donc de la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali. Et au terme de son allocution donc à la tribune de la 77e session de cette Assemblée générale, le président de la République de Côte d'Ivoire a donc eu un entretien dont vous aurez teneur dans cet article à lire sur abidjan.net. Après abidjan.net, on s'intéresse à l'actualité du côté du Mali avec Mali Jet. Communiqué la participation du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Un article qui revient globalement sur la présence annoncée, la présence du colonel Abdoulaye Maïga du côté de New York, le Premier ministre qui interviendra donc à la tribune du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale le 24 septembre, c'est-à-dire demain, en marche donc des travaux. Le Premier ministre aura donc des rencontres également avec des personnalités étrangères. En tout cas, vous avez teneur de ce communiqué plus globalement dans cet article signé Malijet. On va sortir de notre moment des grands unes avec le site internet du côté du Tchad, Al-Ouida Info. Le colonel Assimi Goïta pose 3 principes à respecter dans les relations avec le Mali. Voilà, plus que jamais, donc le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Fin de citation, une déclaration donc et que vous aurez à lire du président de la transition malienne, Assimi Goïta, prononcé notamment le 21 septembre dernier, un discours à la nation à l'occasion de la fête nationale d'indépendance. Je précise que cet article est signé Al-Ouida Info du côté du Tchad. Bien le bonjour à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent du côté de N'Djamena et sur ceux de N'Djamena à notre studio. On est arrivé en une passe. Je vous rends la passe. Oui, en toute modestie, depuis le studio modeste, voilà, nous sommes en direct ce matin, ce 23 septembre 2022, jour où les Lions indomptables ont été domptés. Mais ce n'est qu'un match amical, ce n'est qu'un match de préparation. Voilà, c'est pas. Mais ça donne quand même une indication. Ça donne quand même une indication sur le niveau réel de certains joueurs et aussi de cette équipe. Voilà, l'Ouzbékistan
est 77e C'est au d'autant classement plus. FIFA. C'est d'autant plus qu'il est précisé que c'est le dernier stage, hein. C'est la dernière ligne droite, et plus que jamais, il est temps d'écarter les brebis galeuses. Et bien voilà. On va retrouver tout de suite Monsieur Numbisi Wafo pour son analyse. On revient au sujet initial, on revient au sujet du jour. Au sommet extraordinaire de New York, la CEDEAO décide de sanctions progressives. Vous avez eu la teneur de cette information, vous avez eu quelques axes, quelques angles, quelques résolutions également de ce sommet de la CEDEAO tenu du côté de New York. C'était hier, très tard en soirée, heure d'Afrique centrale notamment. Voilà, début d'après-midi du côté de New York. Monsieur Numbisi Wafo est-il en ligne? Allô, allô, bonjour. Allô? Alors, il n'est certainement pas encore en ligne. Monsieur Numbisi Wafo, il est temps de nous retrouver, peut-être s'intéresser rapidement à l'image de ce jour. L'image de ce jour qui nous conduit du côté de la RDC. On y revient, hein, voilà. Avec notamment l'exploitation des enfants dans les mines de ce côté-là. Alors, une image des plus poignantes, blessantes pour certains, une image qui intrigue en tout cas et qui fait le tour des réseaux sociaux, partagée notamment par de nombreux sites panafricains pour relever et revenir encore sur ce problème sur lequel on semble fermer les yeux. Mais une précision peut-être que j'aurais à vous faire ce matin concernant cette image. Si vous voyagez en avion ou si vous utilisez un smartphone, eh bien, sachez-le, environ 60% des matières premières utilisées dans la production de vos téléphones intelligents proviennent de la République démocratique du Congo. Voilà, la rédaction donc nous le permet, la réalisation. On a ces images face, enfin en arrière-plan, vous pouvez voir le logo de cette grande firme de téléphonie du côté des États-Unis, et on a le sentiment qu'il y a un trou qui a été fait donc à l'entrée de ce site. Alors, simplement pour préciser qu'il existe de nombreuses entreprises étrangères en République démocratique du Congo, donc notamment cette grande enseigne donc de téléphonie mobile américaine et bien d'autres que je ne vais pas citer ici. Mais on estime notamment que plus de 6 millions de personnes sont mortes en République démocratique du Congo depuis 1996 jusqu'à maintenant. Et également, on dénonce le fait que les yeux sont fermés pour ne pas voir la gravité de ce qui se passe. Ce qui se passe en République démocratique du Congo se passe dans de nombreux autres pays africains, mais de nombreux dirigeants africains même également dont semblent fermer les yeux. Et notamment, il est relevé le fait que même l'Union africaine continue d'une certaine manière à accepter cette indignité du côté de la République démocratique du Congo, avec des milliers d'enfants donc non scolarisés qui continuent encore et encore, étant donné qu'ils sont une main-d'œuvre bon marché et qui également, compte tenu de leur physique, arrivent aisément à se faufiler donc dans les couloirs étroits qui mènent vers ces mines d'extraction donc de produits utilisés, de matières premières utilisées non seulement dans la téléphonie, dans l'aviation et même encore dans l'armement. Voilà, c'est assez dommage et des réactions fusent de partout depuis quelques jours que ces images font le tour donc des réseaux sociaux en Afrique et bien ailleurs, notamment des organismes de défense des enfants ont fait des sorties et malheureusement il ne s'agit pas de première sortie concernant cette affaire et l'on ne voit pas malheureusement pour le moment une sortie de ce phénomène qui va plutôt grandissant, parce qu'il faut dire que malgré le fait qu'on relève chaque année ce problème, il est davantage d'autres pays qui s'installent
donc notamment la Chine qui aujourd'hui est l'une des plus présentes dans les mines d'extraction de cuivre, de cobalt, d'or et de bien d'autres du côté de la République démocratique. Et la demande s'accroît également à l'échelle mondiale parce que les consommateurs de smartphones, les utilisateurs de smartphones, voilà, je ne vais pas citer des marques, ça ferait pub, il y a des téléphones là, les Quaphones là, voilà, pour en fabriquer, il faut des matières premières que vous avez notamment citées et qui sont extraites dans ces mines et par qui? Par des enfants malheureusement qui sont le plus souvent torturés, maltraités et exploités. Dommage. Voilà, on espère que l'ONU jette un coup d'œil très attentif là-dessus et que le phénomène va être éradiqué et qu'on mettra en place des mécanismes appropriés pour extraire ces matières premières de façon convenable afin que nos différents téléphones ne portent pas forcément le stigmate de la souffrance des enfants innocents. Allez, Monsieur Nubisiwafo, lui également, il utilise un smartphone. Bonjour et bienvenue, Monsieur Nubisiwafo. Merci, bonjour, Monsieur Kwakapadi. Bonjour à des personnes qui sont avec toi en studio. Bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux auditeurs de Forum Média. J'ai comme l'impression qu'on n'avait pas la pêche ce matin, peut-être à cause de la défaite des Lions indomptables. Mais ce n'est qu'un match amical, Monsieur Nubisiwafo. 2-0, c'est pas grand-chose. Je vous entends pas bien. Je dis, j'ai comme l'impression qu'on n'avait pas la pêche ce matin, peut-être à cause de la défaite des Lions indomptables du Cameroun. Ce n'est que 2-0, ce n'est qu'un match amical, un match de préparation. Non, rassurez-vous, tout va bien, Et la défaite des Lions indomptables du Cameroun, il faut toujours garder à l'esprit que le football c'est un jeu. C'est un jeu, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un jeu qui n'a jamais développé aucun pays. Et donc, parce que c'est un jeu, ça doit rester un élément de distraction pur et simple, ne pas y mettre une importance démesurée et en devenir un fanatique. Et je pense que sur le devient, on n'a pas très bien compris l'essence même de la chose et ce qui ne serait pas une très bonne chose. Pour moi, je suis tranquille, c'est un match de préparation. Je pense que c'est un match qui permet de recadrer un certain nombre de choses pour nous affronter la compétition qui a lieu dans quelques mois. Je pense que d'ici là, nous aurons une bonne équipe qui va faire une très bonne impression. En tout cas, si ce ne sera pas le cas, nous devons savoir repartir sur cette défaite-là pour bâtir à partir de nos erreurs, mais surtout garder à l'esprit que le football reste un jeu. Et bien voilà, merci Monsieur Nubisiwafo. On s'intéresse donc au sujet de ce jour, qui vaut votre présence bien évidemment. Sommet extraordinaire de New York, la CEDEAO qui décide de sanctions progressives. Alors les deux pays concernés, c'est la Guinée-Conakry. On nous dit qu'on sanctionnera quelques membres de la transition, quelques personnalités du côté de la Guinée-Conakry. Ce sera de façon progressive. Il y a une liste qui a été établie. Le Mali également est concerné. On exige la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés par le Mali. D'ailleurs, il y aura des présidents ouest-africains qui seront dépêchés au Mali le mardi 27 septembre pour négocier et exiger cette libération-là. Quelle lecture faites-vous, Monsieur Nubisiwafo, de la tenue de ce sommet du côté de New York et les résolutions qui en ressortent? Quelle analyse vous en faites? À quel jeu, d'après vous, jouent les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu jeudi. Hier, c'est-à-dire jeudi 22 septembre à New York, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est un sommet, dit-on, qui a été convoqué par le président Umaru Sissoco Embalo, qui est président de l'exercice de la CEDEAO, mais on va dire comme ça, un peu sous la pression de Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, c'est ce qui se dit. Ce sommet-là avait deux points à régler. Il y avait la question guinéenne et la question des 49 soldats. Et la question guinéenne, elle pose un problème, d'autant que la veille, le président Umaru Sissoco Embalo avait déjà fait une sortie à travers RFI et France 24
pour dire un certain nombre de choses au sujet de la question guinéenne qui n'arrange pas pour vous les autorités militaires en place à Conakry. En fait, le président Mbalo a dit que il s'était entendu avec l'équipe à Mamadi Doumbouya pour la mission militaire à la tête de la Guinée-Conakry ne dure que 2 ans. Il est allé plus loin en disant que si les 2 ans n'étaient pas respectés, eh bien, il passera des sanctions fortes, à des sanctions qui allaient d'abord frapper individuellement les membres de la transition et frapper toute la junte, et qui en ce moment dirige les affaires du côté de Conakry. Donc c'est un fait qui nous rapproche un peu de ce qui se passe au Mali, ou alors du cas malien, parce qu'on va vers une radicalisation qui va s'apparenter à la radicalisation du Mali. Oui, je disais donc qu'on va vers une radicalisation qui va se rapprocher, et c'est le révélateur de ce qu'il y a un véritable malaise en Afrique de l'Ouest. Un malaise qu'on pourrait qualifier de politico-social. Il y a un malaise qui surtout oppose des populations et des pays à l'organisation régionale. Et ce malaise-là se manifeste par ces coups d'État qui ont recommencé à se multiplier dans cette sous-région, alors même qu'on croyait avoir avec des élections ou alors des traditions démocratiques, on croyait avoir retrouvé une certaine stabilité au sommet des différents États. Mais donc, ce que ces coups d'État se multiplient, c'est le signe que la CEDEAO, pour le moment, peine, pour ne pas dire qu'elle est incapable de promouvoir véritablement la bonne gouvernance et le respect des principes démocratiques dans divers États, dans les 15 États qui la composent. Évidemment, la CEDEAO ne veillerait pas à l'application stricte des principes de cette démocratie-là sur l'ensemble des pays qu'elle contrôle. Parce que, voyez-vous, il y a quand même comme d'abord des solutions préfabriquées à toutes ces crises-là qui naissent ça et là dans la sous-région d'Afrique centrale. Des solutions préfabriquées parce qu'on assiste quand même, on voit quand même que partout, on impose à la transition 2 ans, comme si partout les problèmes étaient de même nature, avec la même complexité, les mêmes contours. Alors que les réalités, qui sont qu'on passe d'un pays à l'autre, sont généralement différentes et donc devraient avoir ou on devrait imposer des solutions et nécessairement des délais différents. L'autre problème que ça pose, c'est qu'on a l'impression qu'il y a le souci pour les chefs d'État déjà en poste de se protéger entre eux. Parce que voyez-vous, il y a quand même une curiosité à observer qu'on ne condamne généralement que des putschs militaires en Afrique de l'Ouest, que cette CEDEAO ne condamne généralement que des putschs militaires, des coups d'État militaires, en veillant à éviter de s'attaquer aux chefs d'État qui procèdent par des coups de force constitutionnels en modifiant les constitutions pour arriver au pouvoir. Surtout que parmi ces chefs d'État-là, qui sont très actifs, on note quand même qu'il y a quelques-uns qui sont arrivés au pouvoir par la force des opérations de l'Union qui par la suite ont été maquillées en élection. Donc, quand des choses comme ça se produisent, ça pose un problème. Et des populations ou alors des armées à l'intérieur du pays doivent pouvoir remettre les choses en place en dégageant des pouvoirs qui seraient en contradiction soit avec les principes démocratiques, soit avec les aspirations du peuple. Et c'est pour cela que nous pensons que la CEDEAO doit se réformer. La CEDEAO doit se réformer pour que ces prises de position soient de plus en plus inspirées du souci de servir
les peuples et de garantir la stabilité au sommet des différents États. Évidemment, garantir la stabilité, ça voudrait dire protéger la paix dans ces différents États. Il faut également, pour cette CEDEAO-là, condamner des putsch, que ce soit des coups d'État, des coups de force, sur toutes les formes, que ce soit des coups de force militaires ou des coups de force civils. Il faut également éviter des solutions préfabriquées en trouvant à des États qui sont dans des situations de crise, à des pays qui sont dans des situations de crise, des solutions qui soient adaptées à leur réalité, qui soient adaptées à leur histoire, qui soient adaptées à leur culture, à leur passé. Donc, moi je pense que si on a fait ça, on pourrait résoudre globalement ce problème-là et éviter des sorties comme celle du secrétaire à la présidence des démocratiques qui a qualifié les propos de Oumaro Sissako et Baro de mensonges et de honte. Je crois que voilà avec une nouvelle crise, d'autant que ce secrétaire à la présidence a dit que la jeune et le peuple guinéen n'est prêt à reculer devant aucune manœuvre d'intimidation. Peut-être pour sortir en quelques secondes, quel avenir vous entrevoyez dans les prochains jours après ces différentes résolutions qui ont été prises par la CEDEAO. Je rappelle notamment l'exigence de la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako dans les prochains jours, avec notamment le débarquement entre guillemets de ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, Togo, Ghana et j'en oublie, qui seront, Burkina Faso, non pas Burkina Faso parce que Burkina Faso a été sanctionné également. Donc en fait, ces chefs d'État africains, ouest-africains qui iront du côté de Bamako pour retrouver Assimi Goïta afin d'obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens. Et puis ces sanctions individuelles, cette liste de personnes à sanctionner du côté de la Guinée-Conakry. Comment est-ce que vous entrevoyez en quelques mots l'avenir, les prochains jours en Afrique de l'Ouest? Bon, l'avenir de ce côté-là s'annonce un peu courageux. Parce que la junte au pouvoir qui est dirigée par Mamadi Doumbouya dit ne pas être prête à céder. Et la CEDEAO, à travers Mbalo et à travers des décisions qui ont été prises à la session extraordinaire tenue du côté de New York, dit aller de façon progressive à les sanctions et durcir le temps. Donc on a là deux positions qui sont radicalisées et qui sont opposées l'une à l'autre. Ce qui ne peut qu'augurer une crise plus profonde. Une crise qui va un peu s'ajouter à celle déjà présente au Mali et à celle qui est moins ouverte du côté du Burkina Faso. Donc je dis, le tout n'est pas de sanctionner. Le tout n'est pas de sanctionner. La question, c'est de savoir quelle est l'efficacité de ces sanctions. Quel est le but visé par ces sanctions? Est-ce que le but visé par ces sanctions, c'est d'avoir des civils au pouvoir, pour le plaisir d'avoir des civils au pouvoir, encore que ces civils-là, ils ont très vite fait de faire ami avec leurs homologues installés à ce pouvoir et de revenir manipuler la position au gré de leur humeur? Est-ce que le but c'est donc cela? Ou alors est-ce que le but c'est de servir les populations et de servir les populations des gens dans son ensemble? Je crois que c'est là où va se poser le problème. Mais tant que ce problème ne sera pas résolu, tant que la CEDEAO ne travaillera pas pour les peuples, tant que la CEDEAO ne travaillera pas pour une solution durable aux crises dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, eh bien, on va malheureusement continuer avec ces crises-là. Et donc, on n'est pas sûr que pour cette crise-là, le cas de la Guinée soit le dernier. Parce que, avec ce qui se passe ailleurs, avec les mêmes pratiques qui se reproduisent, il n'est pas exclu qu'on ait ailleurs, dans la sous-région, une autre jeune militaire qui chasse quelqu'un qui prétendument été élu du pouvoir pour s'installer et parler de refondation. Je voudrais préciser que le président Mbalo, qui lui-même aujourd'hui parle pour la CEDEAO,
essuyer un coup d'État qui a failli le renverser, ou alors essuyer une tentative de renversement il y a à peine 6 mois. Donc, il faut trouver une solution globale, une solution qui ne soit pas faite pour satisfaire des gens déjà installés au pouvoir, mais une solution qui soit beaucoup plus sérieuse, qui soit beaucoup plus rigoureuse et qui touche les peuples de fond de l'ensemble de la sous-région. Merci, monsieur Loubi Swafo. Excellent week-end à vous et rendez-vous lundi pour le même exercice. Merci à vous, M. Pakapadit. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à la semaine prochaine. Voilà, monsieur Noubissi Wafo qui analysait cette différentes résolutions de la CEDEAO avec ce sommet extraordinaire tenu du côté de New York aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. À suivre dans quelques instants les buzz. On parlera des Lions, des Indomptables du Cameroun avec notamment cette sortie soldée par une défaite 2-0. Mais avant de retrouver les buzz, voici tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le flash d'information en langue anglaise qui sera suivi également par le flash d'information en langue française. Mais tout de suite, on commence par la langue de Shakespeare avec J. Fotso. Ladies and gentlemen, thanks for watching For You Television. We kick off in Central Africa, precisely in Cameroon, where military said 3 members of its airborne battalion this week attacked and killed 2 mothers in a Nilbat, an English-speaking village in the Andek district. A statement signed Wednesday by military spokesperson Cyril Atonfak says the troops were dispatched to fight separatists in the troubled northwest region. The troop violated orders from military hierarchy and started shooting indiscriminately on civilians, the military says, adding that one shooter killed 2 harmless mothers. For Cameroon, up next to Nigeria, where the Independent National Electoral Commission, INEC, has released the final list of candidates contesting for the presidency in the 2023 general election. INEC notes that 18 parties had fielded presidential candidates and their running mate. The list includes the names Atiku Abubakar of the People Democratic Party, Bola Tinubu of the All Progressive Congress, Peter Obi of the Labour Party, and Habibu Kwankwaso of the New Nigeria People's Party. The next Nigerian president faces a dirty and onerous tax, rampant insecurity, chronic unemployment, and a worsening economic outlook are among issues the candidates are expected to address. In Uganda, on Thursday, SET had detected 6 new cases of Ebola, raising the total number of confirmed cases to 7. A local daily reported that the death toll had risen to 12, citing authorities. On Tuesday, the East African country confirmed an outbreak of the hemorrhagic fever in the central district of Mudembe, about 150 kilometers west of the capital Kampala. On Thursday, health officials said the country will draw on its previous experience to counter the latest outbreak. Now finally go to Zimbabwe to talk about Chinese investors signed $2.8 billion metal pack deal. There was a festive mood with music, food and decoration at Zimbabwe State House last Friday as Chinese investors signed a deal to build a $2.8 billion battery metal industrial park. Zimbabwean authorities said the lithium, platinum and nickel production will be used to make solar batteries. President Emmerson Mnangagwa said the project, about an hour's drive northwest of Harare, will help turn around the decline of Zimbabwe's economy. And that is all we have for you, televiewers of For You Media. My name, J. Futsu. Thanks for your kind attention.
Merci de nous retrouver pour la suite et la fin de cette émission. Édition de ce jour, on remue l'actu de ce 23 septembre 2022. Très heureux de vous savoir toujours ce nombreux. Il y a des réactions sur la toile, on va peut-être les lire. Ma chère Moto. Pourquoi vous souriez comme ça? Voilà, avant de rendre ces différents ces réactions sur la toile pour le buzz de ce jour. Alors, peut-être quelques réactions, ma chère Moto. Quelques réactions sur la toile. Abdul Karim Sana abat la CEDEAO, Abdoulaye Barry abat la CEDEAO et ses dirigeants dirigés. Armel Scott Darty, bonjour à toutes et à tous. Vladimir Poutine, en cas de refus du Mali à libérer ses soldats, quelle peut être l'alternative de la CEDEAO? Vladimir Poutine qui revient et dit quelle peut être la sanction progressive contre le Mali qui a déjà subi 6 mois. La Guinée peut s'étendre à quoi en cas de sanction puisqu'elle a un port à une monnaie à elle indépendamment de la CEDEAO. Et puis Eric Vani Draman, le natif du Burkina Faso, l'œuvre contre le Mali rien que pour que les Occidentaux le soutiennent dans son aventure criminelle en Côte d'Ivoire. Yacine Touré, ils viendront pour négocier les preuves contre la France. Les mercenaires ivoiriens ne sont pas qu'un prétexte. Idrissa Sangara, ils sont partis pour défendre la cause française et non la CEDEAO. Et voilà, un aperçu de réaction ce matin sur la toile, bien évidemment. On va s'intéresser donc au buzz. Vous savez, hein, les Lions indomptables du Cameroun livraient ce match ce matin. Heure de Cameroun, 7h, heure d'Afrique centrale, 7h. Ce match qui les opposait à l'Ouzbékistan, ce pays d'Asie centrale. Voilà, ce pays qui est classé 77e au ranking FIFA. Le Cameroun, quant à lui, 38e au classement FIFA. Donc ce match qui servait de match test, match de préparation en vue du mondial 2022 où le Cameroun va affronter le Brésil, va affronter la Suisse et va affronter la Serbie. Donc le choix de l'Ouzbékistan, ou alors c'est l'Ouzbékistan qui a choisi le Cameroun, voilà, était quand même curieux. Et beaucoup de personnes s'imaginaient que c'était un adversaire qui proposerait peut-être moins de résistance au Cameroun pour mieux préparer ce match, mieux préparer la compétition, mieux préparer les affrontements peut-être contre la Serbie, qui est un pays d'Europe de l'Est. On cherchait peut-être à travers ce match-là des ressemblances avec le jeu de la Serbie pour essayer de développer quelque chose. Mais en tout cas, on a été un tout petit peu surpris de voir que ce match soit soldé sur un score de 2-0 en faveur de l'Ouzbékistan, que tout le monde finalement a méprisé, tout le monde simplifiait, personne ne vendait si cher la peau de l'Ouzbékistan. Voilà, mais regardons cette réaction de Martin Camus, paru ce matin, juste après ce match. Il titre Lions indomptables, merci l'Ouzbékistan. Alors merci l'Ouzbékistan. La suite, voilà, merci l'Ouzbékistan. C'est à cela que servent les matchs de préparation pour une compétition. Vous aider à identifier vos limites et à corriger vos manquements, même si la défaite ou la victoire ont des incidences sur le classement FIFA. Il n'y a pas de quoi s'en servir pour tirer des conclusions. Oui, c'est important. Et c'est un ensemble d'attitudes qu'il faut scruter pour envisager une révolution ou garder un espoir au-delà des nouveaux joueurs qu'il était nécessaire de voir. Les anciens qui étaient de retour, il fallait surtout voir ce que l'entraîneur envisage de faire et l'attitude de l'équipe dans les situations, la récupération du ballon, de contre-attaque, des combinaisons, bref, de l'organisation et l'animation du jeu. Alors la suite, avec notamment toujours Martin Camus, le système de 3 défenseurs devenu la mode ces derniers temps n'a de sens que lorsqu'on a des pistons de qualité. Donc quand on parle de pistons dans le football, c'est des deux, en fait c'est pas des latéraux classiques, c'est dans une défense à 3, ils sont devant, ils sont 2 de chaque côté. Il y en a un de chaque côté qui ressemble à un latéral, mais c'est souvent des milieux offensifs. Voilà, donc, alors continuons la lecture. Les footballeurs, ils ont compris de quoi il s'agit. On n'en a pas, et ce match l'a démontré.
Fight Collins et Nuutolo n'ont pas ce profil, même s'ils restent besogneux. Ils ont, à eux deux, fait moins de 5 centres en 90 minutes. Ce système suppose que lorsque l'adversaire recherche la profondeur, on a des qualités de vitesse et de placement derrière. Le Nicolas Koulou, qu'on a vu, a perdu il y a longtemps ses qualités, et Castelletto, surmené par la vivacité adverse, n'a pas tenu. Ce n'est pas un hasard, donc on est encaissé un but sur une contre-attaque. L'entrée de Wo est une lueur d'espoir, mais il est trop fébrile. Et le deuxième but est du début à la fin, une succession de mauvaises appréciations de sa part. Mais je retiens aussi que c'est le seul défenseur qui a fait une tête offensive. C'est dire. La suite, peut-être la fin. En choisissant ce match contre une équipe classée 77e par la FIFA, loin derrière le Cameroun, l'objectif, je suppose, était d'asseoir facilement la philosophie du Cameroun pour mieux affronter les sélections plus robustes. Or, sur ce match, les Lions ont subi, et j'ai personnellement eu du mal à voir ce qui était envisagé. Parce que j'ai du mal à saisir les remplacements tardifs, comme si nous étions sur un match à enjeu. Au moins, cela va ramener plus d'humilité dans les rangs et dont les conséquences seront la concentration et l'application. Il ne faut pas non plus brandir l'excuse de la cohésion parce que les choix du coach sont faits sur la base des certitudes qu'il a. Et quand on voit Mandjek Intiam dans la peine face à des joueurs moyens sans dévaloriser leur qualité, il y a lieu de leur demander de montrer mieux. Peut-être la fin de ses propos, de son analyse de Martin Cabu, voilà. Ah, c'est hier là encore. Bon, les attaquants peuvent se plaindre de n'avoir pas eu des ballons, juste parce que le milieu était en deçà. Bon, écoutez, on a un aperçu quand même de l'analyse de Martin Camus. Je pense que lui, il s'inscrit dans la logique de la construction, de la critique constructive. Maintenant, regardons les réactions des uns et des autres. Et là, on va faire nos commentaires sur le plateau. Alors là, je vous ai dit, c'est des commentaires, toujours c'est drôle, des réactions drôles. Il y a ce confrère Peter Ba, le journaliste dit que le coach son n'a pas fermé l'œil depuis le début du match. Il est venu dormir. Autre réaction, la meilleure performance de ces gars en Coupe du Monde serait de faire au moins un nul. Même comme perso, je ne vois pas comment il nie face à qui Tom Montabé. Là, oulala. Cameroun, waouh, j'ai cru qu'on les écraserait, mais bon, ce n'est qu'un match d'entraînement. Nous, on prépare déjà le deuxième tour. Bah oui, c'est ce que le chargé de communication a dit. Un nom difficile à prononcer, Ouzbékistan, mais un football très prononcé, 2-0. Les Lions manquent de crocs, on dirait des chatons, surtout en défense. Heureusement, nous, on prépare déjà le second tour du mondial. Bon, nos commentaires. Laurent Dubois, sérieux, qu'est-ce qui peut justifier le retour de Nicolas Koulou en sélection? Autre commentaire, allons-y rapidement. Ce 3-4-3 demande des latéraux dont leur spécialité est d'attaquer. Donc, ce qu'on appelle les pistons. Des latéraux hyper offensifs. Quand on met Donfay et Tolo, qui sont reconnus pour leur qualité défensive, quel avantage on a à utiliser ce système? Alors, vous allez continuer à diffuser les réactions. Nous, sur ce plateau, on va faire des commentaires. Je commence peut-être par la footeuse, commentatrice de match de foot. Kouetchou. Voilà. Alors, réaction, analyse. Retour pas si triomphant, ça se dit, oui. On se serait attendu à un retour triomphal de Nicolas Nkolo qui essuie malheureusement depuis le matin des remarques vraiment acerbes à son endroit. Des noms de cadors dont on a fortement salué les performances durant la CAN, Nuutolo ou encore Jean-Charles Castelletto ou encore Fight Collins qui pourtant se sont montrés un peu fébriles. Donc bref, une équipe qui globalement n'a pas brillé de mille feux et qui n'a pas montré malheureusement les belles couleurs qu'elle avait su montrer au Cameroun lors de sa Coupe d'Afrique des Nations et qui permettait à certains Camerounais quand même de croire un tant soit peu à ce projet. C'est quoi déjà la Coupe du Monde? La finale au moins. Voilà, mais malheureusement c'est un peu ça.
Mais bon, ça reste un match test, mais un match test au goût très amer. On parle quand même de l'Ouzbékistan, un pays qui ne rêve même pas de discuter une Coupe du Monde, quand même. Et on a en face la nation africaine qui a discuté le plus de phases finales de Coupe du Monde, le Cameroun, qui franchement a toujours son orgueil et son ego devant, quand on joue devant des nations aussi Moins bien faibles. classée. On en a vu. Parce que cette nation n'est pas faible, hein. Elle est moins bien classée. Ces derniers temps, cette nation a battu tous ses adversaires, 2-0, 2-0. Et j'ai entendu un reporter ce matin dire que généralement cette nation, ces derniers temps, a battu ses adversaires 2-0. Nous, on a seulement pour l'instant un but. Le deuxième but, il a juste passé. Donc vous trouvez normal même que le but là qu'on a encaissé, hein. Tant mieux même comment ça se Bon, passe. alors, vous Non, moi j'espère que ça va, cette défaite faire Attends, pause. Non, attendez, ça c'est pas ça. L'équipe du Brésil, après avoir entendu le score du Cameroun, non, c'est méchant. Le Brésil qui est dans notre poule, la Coupe du Monde. Effectivement. On est mal Ok. barré. Et je pense que notre première rencontre, c'est avec le Brésil. Non, Donc, c'est la dernière. Ah, d'accord. On affronte d'abord La- la Suisse. Oui. J'espère que cette défaite va faire en sorte que le coach puisse se remettre en question parce que la dernière fois, il a dit que Zambo Anguissa et Les cadors et- de l'équipe n'avaient voilà, plus besoin ils d'être étaient tellement appelés. forts, ils n'avaient pas besoin d'être appelés et tout. Donc, On les a maintenant, déjà vus. Voilà, on les a déjà vus. Il a appelé Nicolas Nkoulou et Mandiek, on a aussi vu. Donc, il faut qu'ils se remettent en question et que Zambo Anguissa et qui Zambo Anguissa et Gandou. Gandou, voilà, Merci, Zambo Anguissa, Choupo-Moting. voilà, Gandou, effectivement, oui. puissent aussi revenir parce qu'il a dit qu'ils étaient forts, ils n'avaient plus besoin de voir leur jeu et tout. Non, il faut qu'ils puissent aussi revenir, qu'on voit aussi leur jeu, leur style, leur manière de jouer. Donc moi, je voulais même qu'ils affrontent aussi cette équipe-là pour voir comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir. Descendu de la leur prochaine- piédestal, effectivement. clairement. Et bien voilà. Oui, la Suisse, le Cameroun va affronter la Suisse comme premier match 24 novembre. Dans nous sommes à 2 mois exactement, c'est ça oui. Effectivement. Parce que nous sommes le 23 aujourd'hui, donc c'est dans 2 mois exactement, presque jour pour jour. Suisse-Cameroun, 24 novembre, il sera 11h il sera 10h du Ça Cameroun. donnera des goûts amers aux fêtes de fin d'année au Cameroun. Hein. Imagine-toi une défaite, je sais pas, le 25 décembre ou le 1er janvier. Voilà, deuxième match du Cameroun, Cameroun-Serbie, 28 novembre. Et puis troisième et dernier match, peut-être le dernier match de ce mondial pour le Cameroun, ou alors peut-être le troisième sur les 7 qui sont prévus, ce sera le 2 décembre 2022, bien évidemment. Alors, je rappelle, il dit quoi là? On en a déjà pris, lui. Il m'a... Là, c'était à 1-0. Et finalement, le deuxième est venu. Et là, c'est encore drôle. Le reporter de la 7 division, Rigobert qui n'a pas fermé l'œil depuis le début de cette partie. Il est venu au stade pour dormir. Ok. Bon, allez, prochain match pour le Cameroun. Le Cameroun avait battu le Burundi. Sam quoi? Sam Solé a dit, je ne suis pas du tout content. Le tout si c'est avec les mecs qui va gérer ça. La terre est sale. C'était juste un match amical. Faut pas aussi. Hey, j'attends la vidéo de vestiaire. Bon, allez, prochain match pour le Cameroun, c'est mardi 27 septembre. Il sera 12h heure de Douala. Voilà, contre la Corée du Sud, 28e nation au classement FIFA. Voilà, et le Cameroun est 38e. Donc, on s'attend à un match plus difficile. Plus difficile, donc peut-être avec plus de buts. L'objectif, c'est s'éviter franchement la honte que le Cameroun a eu à la dernière Coupe du Monde à laquelle ils ont participé. Franchement, Bon. ces matchs de préparation donnent déjà des sursauts. sursauts. On a des peurs, hein. Voilà. On va aller latter encore. Non, on a 7 matchs au mondial. On en a 7. Et d'ailleurs, on joue contre la Corée parce que la Corée déjà est dans le groupe H et on pourrait les rencontrer au deuxième tour. C'est-à-dire que Effectivement. si nous terminons premier et que la Corée termine deuxième, on peut les rencontrer. Si nous terminons deuxième et que la Corée termine première, on se On les est six. dans les 6. Bon, allez, c'est On terminé. va prendre un petit commentaire là. Adi Amal, ce que vous n'avez pas compris, ceux qui sont appelés ne veulent pas rater la Coupe du Monde à cause d'une blessure. On n'est qu'à 2 mois, d'où le moins d'engagement des joueurs. Ah, ben oui, c'est aussi possible. Allez, merci à tous, merci à toutes, merci à vous, toutes les deux, Merci, chères dames. Rocap. Rendez-vous lundi, lorsqu'il sera 10h passé les 45 minutes. Bon week-end à vous.
Amusez-vous bien et surtout reposez-vous, c'est important. Allez, moi, je quitte l'antenne, mais je quitte aussi la scène. Bye bye.